va parler d'IA, de commerce, de marketing, et puis on va essayer d'être assez concret sur ce qu'on peut faire dans le marketing et dans le commerce avec l'IA. Alors je fais déjà un petit spoiler alerte, c'est très difficile de dire ce qu'on peut faire concrètement avec l'IA, parce que si on veut être vraiment très très concret, on écrit des des prompts sur ChatGPT. Donc on ne va pas passer une demi-heure à écrire des prompts sur ChatGPT ou utiliser un outil ou vous dire comment utiliser tel ou tel outil. Par contre, on ne va pas non plus être dans l'idéologie un peu trop généraliste, oui, oui, il faut de l'IA, et voilà globalement ce qu'on peut en faire. Donc on va essayer de trouver un niveau un peu intermédiaire. On va se dire, tiens, dans mon process commercial, dans ma manière de faire du business par rapport à ma manière à moi de faire de mon organisation, voilà où je peux en mettre et quel type je peux en mettre. Et je vous donnerai même un début, parce que c'est presque infini comme tâche, mais un début de panorama de quelques outils que vous pouvez utiliser sur les différentes étapes que vous aurez vous-même identifiées pendant ce discours. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas que moi qui travaille, il y a vous aussi qui allez un peu travailler pendant cette masterclass, parce que l'objectif, c'est que vous sortiez à la fin avec des idées que vous n'avez pas encore sur « tiens, je pourrais peut-être faire ça dans mon business, tiens, j'ai peut-être la possibilité d'augmenter mon business à cet endroit-là ». Alors, j'ai une première question d'abord. Est-ce que... alors, levez la main ceux qui ont une fonction commerciale ou marketing. Ok, je m'en doutais un peu. Levez la main ceux qui n'en ont pas du tout de fonction commerciale marketing. Merci, c'est courageux. Ok, super. Ok, donc vous êtes tous dans le métier. Je m'en doutais forcément vu le lieu. Et on va pouvoir passer sur un niveau un peu costaud et on va aller droit au but. J'ai une première question pour voir déjà votre niveau, histoire de voir où vous en êtes. Question. Ça arrive. Voilà. À votre avis, qu'est-ce qui a changé dans le commerce de façon générale en quoi il est différent des années 60, 80, 2000 ou 2020 à votre avis? C'est, pour l'instant, on dit tout venant, tout nous vient. Alors, le digital, alors, ça dépend si on appelle informatique, digital, Internet, réseau, c'est des époques différentes. Digital, on est plutôt... ah, merci, 1, 2, 3. Ah là, c'est mieux là, effectivement. Digital, on est plutôt sur les années 2010, informatique plutôt les années 80-90, réseaux sociaux plutôt 2000, mais bon, globalement, ok, on a cette technologie qui arrive et qui est là. Qu'est-ce qui a changé d'autre depuis les années 60, par exemple? Pardon? La mondialisation, donc effectivement, on ne fait pas du commerce comme aujourd'hui. Et si je le traduis, si je vais un peu plus loin par rapport à mon propre discours, le commerce que l'on a aujourd'hui, c'est plus que du commerce de proximité. C'est effectivement un commerce qui est finalement probablement parfois très lointain et qu'on ne maîtrise pas, nous, dans notre quotidien. Ok, très bien. Qu'est-ce qui a changé d'autre? Il y a beaucoup plus d'offres, effectivement, voire parfois des offres tellement... énormes qu'on ne peut même plus les identifier. On ne sait même plus dire tiens, combien il y a de produits ou de prestataires qui peuvent correspondre à ce dont j'ai besoin. Ok, très bien. L'influence, alors ça dépend ce qu'on appelle. Alors, réseaux sociaux, très bien. Et influence, qu'est-ce qu'on va appeler influence là? D'accord, donc la manière dont on présente les produits, par qui c'est mis en avant. Et donc, si je vais un petit peu plus loin, je me permets, du coup, on n'a qu'une demi-heure, donc je fais un petit peu vite, que les personnes qui nous vendent les produits, d'une certaine manière, sont plus forcément que des commerciaux tels qu'on les connaît ou des vendeurs classiques. Il y a plein de formes de vente aujourd'hui, plein de manières de vendre un produit. Regardez, vous passez une heure sur Instagram, vous verrez plein de manières de vendre différentes, de la plus automatisée à la plus humaine, entre guillemets, avec une personne qui n'est pas vendeur et qui va vous essayer de vous caler un produit. OK. Allez, un dernier point. Les services. Ah, très bien. Alors, je vais prendre tout, du coup, si on est plusieurs. Qui a dit quoi? Le téléphone. OK, donc le smartphone, particulièrement. OK. Donc, sur la vente pour pouvoir appeler un contact, prospecter, etc. OK, très bien. Et la data, le consommateur achète en autonomie, demande plus d'autonomie, effectivement. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que souvent, vous êtes tous rentrés dans un magasin
magasin, puis on vous dit, tiens, est-ce que vous voulez quelque chose? Et puis en fait, on n'a pas envie. On se dit, bah, non, je viendrai vous voir quand j'aurai besoin. Et c'est un peu comme si, on disait, à chaque fois que vous regardez une page web, il y avait quelqu'un qui vous appelait en disant, tiens, est-ce que vous avez besoin de renseignements? Ben non, on n'a pas envie, effectivement, on a besoin d'autonomie. Donc de la data, de la mondialisation, du smartphone, donc de la mobilité, etc. Il y a plein de choses qui ont changé. Alors, j'avais intitulé cette première partie de cette masterclass que finalement, l'IA, c'est peut-être avant tout une question de mindset et donc forcément de manière de penser. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on est dans un monde où le commerce est en train de changer fondamentalement. Et si on veut utiliser l'IA, si on veut utiliser l'IA, c'est souvent l'arbre qui cache la forêt. Il y a plein de technologies derrière l'IA, il y a de la data, de l'automatisation, il y a plein de choses, on va le voir après. Si je veux mettre de l'IA ou une technologie dans la vente, il faut d'abord que je me dise et que je fasse un switch complet de mon cerveau en me disant j'ai la possibilité aujourd'hui de vendre différemment de ce qui se faisait avant. Et c'est vraiment une question de mindset et d'essayer de changer en se disant, tiens, avant on faisait comme ça, avant on faisait une offre, après on essayait de la commercialiser, de la vendre, etc. Et puis on voyait comment ça se passait. Là, il va falloir changer de mindset. Pour ceux qui ont assisté à la conférence d'avant, dans le carré 1, c'était un peu le sujet, donc je ne m'attarde pas là-dessus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre commerce, il est en pleine disruption. Disruption par la technologie, maintenant disruption par de l'IA, donc c'est une double disruption même qu'on est en train de vivre. Vous connaissez, j'imagine, tous le concept de disruption. C'est un modèle économique qui va changer très rapidement, souvent par un nouvel entrant ou une succession de nouveaux entrants très technologiques et qui viennent changer la manière de fonctionner. On l'a vécu sur les chauffeurs de taxi, avec l'ubérisation bien sûr, mais on l'a vécu avec plein de domaines. L'audiovisuel, enfin la production cinématographique avec le streaming, on pourrait dire pareil avec la musique également, la photo, la formation, le monde des voyages, les taxis, le monde de la sécurité, par exemple, de la restauration aussi qui est en train d'être disrupté d'une certaine manière. Tous ces métiers ont été disruptés, c'est-à-dire qu'ils ont subi un changement assez rapide, voire parfois brutal, par la technologie. Ce qui se passe à chaque fois qu'il y a une disruption d'un modèle économique, c'est quasiment à chaque fois le même processus qui se passe. C'est que d'abord, il y a l'effet de surprise. Tiens, ah là, j'avais pas vu que ça se passait comme ça. Tiens, il y a un nouveau modèle. Les gros du marché essayent de résister. Il y a des petits, s'ils sont arrivés petits au mauvais moment, bah là, c'est plus compliqué pour eux, puisqu'il y a les petits qui arrivent, qui vont prendre forcément une grosse part de marché. Les moyens qui essayent de s'adapter, et parfois les moyens, c'est ceux qui ont le plus d'agilité pour pouvoir s'adapter. Bref, il y a un bouleversement du marché qui fait qu'on perd un peu nos repères. Il y a toutes ces technologies qui arrivent. Et à un moment donné, quelques mois, quelques années plutôt après, quand on fait le bilan de ce qui s'est passé, il y a beaucoup plus de création de valeur que de perte de valeur. Vous prenez la photo, par exemple, qui est sûrement l'un des plus représentatifs. On n'a jamais eu autant de photographes au monde. Alors qu'il y a une époque, on a cru que les photographes professionnels allaient disparaître. Alors qu'aujourd'hui, il y a plus de photographes professionnels qu'avant et le marché de la photo, de façon générale, est immense. On n'a jamais eu autant de festivals de musique, écouté autant de musique, vendu autant d'instruments de musique. Bref, les industries complètes se restructurent et prennent énormément de valeur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ce qui est en train de se passer dans le monde du commerce. Et que le commerce est en pleine disruption. Si on part du même principe de la disruption que je viens de vous expliquer, ça veut dire qu'il y a des nouveaux entrants avec des nouvelles technologies qui changent complètement le modèle de fonctionnement et qu'après ça, il va y avoir une explosion de l'industrie, en l'occurrence, une explosion de l'industrie de la vente. Et c'est ce qui est en train de se passer. Regardez un ado qui est dans sa chambre et qui passe 1 heure sur Insta, combien de fois, combien de sollicitations il a de vendeurs, on en parlait tout à l'heure avec les influenceurs par exemple, mais combien de pubs il a, combien de sollicitations d'achat très faciles il a. Donc la vente est en pleine disruption. Je disais que l'IA, c'est peut-être une question de mindset avant. Donc ça veut dire qu'il faut se poser la question, à se dire, tiens, moi, où est-ce que j'en suis dans cette disruption? Est-ce que j'ai pris la disruption en marche? Est-ce que je ne l'ai pas du tout prise en marche? Est-ce que je suis en train d'acquérir des nouveaux pouvoirs que la technologie m'accorde, ou est-ce que je n'ai pas encore ces pouvoirs? Et l'IA nous apporte un certain nombre de pouvoirs. On parle de réalité augmentée, on peut parler aussi d'humain augmenté presque bientôt, et on peut parler d'entreprise augmentée. Et moi, c'est ce concept qui m'intéresse. L'entreprise augmentée, c'est une entreprise qui a des pouvoirs qu'elle n'avait pas avant. Par exemple, je fais un peu de teasing sur la suite,
Par exemple, prédire l'avenir. Si un dirigeant arrive à prédire ses ventes, bah forcément, ça change complètement le modèle même d'entreprise. Je sais ce que je vais vendre, à qui je vais vendre, quand je vais le vendre, combien je vais le vendre, pourquoi je vais le vendre. Ça change tout le business. Est-ce que j'ai besoin encore de commerciaux si je sais tout ça? Quid du stress, de la tension en entreprise si je sais anticiper? Alors forcément, on ne sait pas tout anticiper, mais aujourd'hui, les modèles prédictifs sont des outils qui sont en train d'émerger et qu'on peut utiliser dans la vente, et je vais vous en parler juste après. Donc, c'est vraiment une question d'état d'esprit. Comment ça se transcrit si on veut aller un peu plus dans le concret? Et on va aller descendre de plus en plus dans le détail. Ça, c'est globalement ce que vous vivez dans un cycle de vente B2B. Vous avez un prospect qui arrive, donc vous avez un projet, une personne qui est plus ou moins identifiée avec un besoin. On fait l'avant-vente, on fait la négo, on fait la vente. Après, on va livrer, produire, faire la presta, enfin, ça dépend de notre métier. Et puis, on va se faire payer. Bon, il peut y avoir des trucs un peu avant, un peu après, en fonction de la manière dont on fonctionne. Ça, c'est ce que vous voyez, vous, de votre business. C'est votre regard. Votre client, lui, en face, il voit autre chose. Parce qu'il a déjà commencé avant. Il a déjà réfléchi à ce qu'il veut. Donc, il y a la naissance de son besoin. Il va commencer à chercher des informations. Et là, il arrive chez vous. Et puis, il fait tout le cycle. Et puis ensuite, une fois qu'il a votre produit, votre service, etc., il va l'utiliser. Et puis, il va être satisfait ou insatisfait. Ça, c'est son parcours d'achat à lui. Mais il y a un troisième cycle encore plus grand, qu'on va appeler, allez ici, l'expérience client, globalement, qui va commencer donc bien avant, parce que peut-être que le client, avant d'avoir besoin de votre produit, ou il ne vous connaît pas. J'espère qu'il vous connaît. On va faire un test. On est à Rennes. Vous voulez aller à Londres la semaine prochaine. Vous cherchez sur Internet un billet Rennes-Londres. Je pense que déjà tous dans votre tête, vous avez un ou deux moteurs de recherche en tête que vous pouvez utiliser. Des moteurs de recherche d'avion, il doit y en avoir probablement 90 ou 100 ou peut-être même plus. Je ne sais même pas combien on a, si on prend déjà que les Français. Vous venez de virer 90 ou 95% de la concurrence parce que vous avez déjà le nom de cette marque en tête parce que le travail a été très bien fait avant. Et si vous ne l'avez pas, vous allez faire une petite recherche sur Google et vous allez dire « Ah oui, tiens, celui-là, je le connais, donc j'y vais ». C'est déjà ça qu'il faut essayer d'atteindre. Comme ça, vous virez 90 ou 95% de votre concurrence. Ce serait vachement bien d'avoir un business où il y a quasiment plus de concurrence. Et puis après, donc, voilà, tout se fait. Et puis, il y a une notion complémentaire que je n'avais pas encore évoquée, c'est la notion de fidélité et d'affect. J'aime ce produit, j'aime ce commercial, j'aime tout ça. Alors, ça, c'est ce qui se passe. Maintenant, la technologie, elle intervient où? Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que y a plein d'études depuis des années qui montrent que globalement, une personne a déjà fait la moitié de sa décision, a déjà pris la moitié de sa décision d'achat avant d'avoir rencontré un être humain. Ça veut dire que la moitié de sa décision a été prise par une forme d'automatisation, de technologie. Et si la moitié de sa décision est prise par un ensemble d'automatisation et que moi, je ne suis pas dedans, ça veut dire que quand le client il arrive dans ma boîte, par chance peut-être, parce que je n'ai pas fait le boulot d'avant dont je vous parlais et je n'ai pas bien fait ce boulot-là, bah, ça veut dire que je suis complètement à la bourre dans ma manière de fonctionner. Et comme j'y suis pas, dans ce rectangle rouge, il faut que ce soit la technologie qui y soit par l'automatisation et aujourd'hui par de l'IA qui nous aide à aller encore plus vite. Et puis là, on n'y est pas non plus. Donc ça va être la technologie qui va nous aider. Ça veut dire que la vente, aujourd'hui, elle s'étend, il y a des tâches qui n'existaient pas avant, et c'est ces tâches-là qui sont prises essentiellement par la technologie, là où si je voulais être un petit peu plus humaniste, je dirais que bah, le cœur de la vente reste quand même sur l'humain. Sauf qu'aujourd'hui, dans la fonction commerciale, il y a de l'IA qui arrive aussi là-dessus. Et en plus, il y a un autre étage que je n'avais pas encore identifié, qui est tout le back-office commercial. C'est mes data commerciales, c'est mes process commerciaux, c'est ma visibilité commerciale, etc. Tout ce que je vous ai entouré en rouge, c'est-à-dire quasiment tout, aujourd'hui, il y a de l'IA qui peut nous y aider pour augmenter notre business. Celui-là, je l'ai mis un petit peu plus fin, et celui-là aussi, parce que c'est plus émergent.
Et l'ensemble des outils d'IA, aujourd'hui, nous aident plutôt sur les phases amont ou aval. Ça tombe bien parce que le business, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la tension du business? C'est notre capacité à acquérir du lead. Et comme le marketing est beaucoup plus data que le commerce, eh ben, on a beaucoup plus de matière et en plus, il y a plus de volume sur des fichiers de data que sur des fichiers clients, enfin de prospects, pardon, chaud ou froid que des fichiers clients. Eh bien, c'est là que l'IA s'est implantée avant tout. Mais elle est en train de s'implanter maintenant sur les autres phases du cycle. Alors, maintenant, quels usages, plus concrètement encore, on peut avoir avec cette IA? Donc là, c'est là où vous avez déjà commencé à réfléchir, vous peut-être, si je reviens rapidement, j'ai peut-être fait un petit peu vite, mais imaginez-vous votre cycle de vente ou votre expérience client globale, et où est-ce qu'il peut y avoir des points d'amélioration ou des points de blocage, si vous deviez mettre des points rouges ou des points verts là-dessus dans votre business. Là où vous êtes fort, là où vous avez aucun besoin, on va dire, ou très peu de besoin d'amélioration, et ceux où vous avez de grosses faiblesses. Moi, par exemple, dans mon business aujourd'hui, donc cette masterclass est sponsorisée par BioBoss, le média des dirigeants. Vous pourrez avoir d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais un abonnement gratuit à la fin. Donc moi, mon business aujourd'hui, c'est que j'ai beaucoup de data. Mais je fais évoluer mon modèle économique. Donc le cœur de mon business, moi, il est sur toute cette première partie. Je n'ai pas vraiment besoin d'être ici aujourd'hui. Mon business à moi, c'est d'utiliser de la technologie et de l'IA pour augmenter mon acquisition parce que je crée de nouvelles offres. Il y a tout un truc qui est en train de se créer autour de ce média et donc il faut que je le fasse connaître et je ne peux pas être derrière tous mes clients, donc il va falloir que je travaille de l'automatisation, de la data là-dessus. Et ça, je verrai plus tard la deuxième partie parce que ce n'est pas le cœur de ma problématique aujourd'hui. Par contre, dans un an, je ne serai plus là-bas ou dans 6 mois, je serai là-bas. Parce que les premiers clients qui ont acheté, j'ai envie qu'ils aient une expérience positive, qui crée un affect et qui me rachètent derrière. Et je vais aussi sûrement utiliser de l'IA à cet endroit-là. Alors là, je vous ai mis un ensemble de technologies utilisées tout à l'heure, que l'IA, c'est souvent l'arbre qui cache la forêt. Il y a de la data, il y a des automatisations, il y a plein de choses. Ça, c'est à peu près tout ce qu'on peut utiliser comme technologie dans la vente. Il y en a qui paraissent un peu parfois loin de nous, mais qui sont hyper émergents. Au hasard, enfin pas au hasard d'ailleurs, les voicebots. Les voicebots, donc vous voyez ce que c'est un voicebot, hein, c'est un chatbot qui parle, pour le coup, qui a une voix. Aujourd'hui, c'est un domaine hyper émergent de l'IA dans la vente et dans la relation client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable, on a des chatbots, on avait déjà testé, c'est assez impressionnant, qui peuvent très facilement prendre un rendez-vous, répondre à des premiers niveaux de questions sur un SAV, sur même parfois closer une vente, relativement simple, sur quelqu'un qui a répondu à un message. On peut avoir une IA qui n'est pas un algorithme simple avec quelques phrases, mais qui s'adapte, comme ChatGPT le fait, mais avec de la voix. Et c'est des modèles économiques qui coûtent finalement assez peu cher. Je ne fais pas de pub ici, mais je pense par exemple à une boîte qui vient de sortir son offre, qui s'est alignée sur le prix de au Maghreb. Comme les centres d'appel sont souvent au Maghreb, mais ils se sont dit on va prendre le modèle économique d'un centre d'appel au Maghreb et nous, notre IA, elle fait la même chose, mais on est en France et puis c'est un modèle technologique et donc augmenté, mais ils peuvent avoir des dizaines, voire des centaines de conversations en parallèle avec l'IA pour prendre des rendez-vous, pour valider des besoins clients. C'est hyper simple. Moi, je suis en train d'y réfléchir, par exemple, pour appeler des centaines et des centaines de clients pour voir si les nouvelles offres que je suis en train de créer peuvent les intéresser. Pour prendre un rendez-vous en disant que voilà, on fait des choses un peu nouvelles et qu'il y a ça, il y a ça. Est-ce que ça vous intéresse d'en savoir plus? Oui, non, quel jour, quel rendez-vous, connecté sur le calendrier, enfin sur l'agenda, et on prend rendez-vous, et comme ça, on a les rendez-vous qui s'alignent. C'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler, et ça coûte finalement quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros par an, ce n'est pas de la science-fiction. Donc ça, c'est des domaines très émergents. Je parlais de domaines prédictifs tout à l'heure, je vais y revenir. Mais voilà, tout ça, vous avez finalement tout ce qui peut être alimenté par l'IA ou tout ce qui peut alimenter l'IA, du référencement. Très bien, si vous n'avez pas testé, si vous avez un blog, il faut quand même avoir un certain volume, mais le SEO boosté par l'IA, c'est un truc...
voilà, qui permet d'avoir des gains de visibilité énormes très vite, puisque vos articles, ce que vous écrivez, déjà peut être parfois en partie automatisé, mais en plus avoir des reach qui sont hyper intéressants. Puis bien sûr, il y a l'automatisation, etc. Et puis si je rajoute d'autres choses, alors Metaverse, on en parle un petit peu moins en ce moment, mais il y a des choses qui vont revenir d'ici, je pense, 2 ans à peu près, qui sont de nouveaux modèles économiques basés la blockchain, les NFT, les métaverses, les crypto-monnaies, etc., dont on parle un peu moins maintenant, parce qu'il y a le boom de l'IA, donc une fois qu'on aura bien appréhendé l'IA, on va pouvoir recommencer à parler de tout ça. Si je prends tout ça, eh ben là, vous êtes dans la disruption du commerce. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'humain, mais on va mettre l'humain un peu ailleurs. Mais tout ça, c'est des outils qui vous permettent d'avoir un commerce, là où vous faites 100 aujourd'hui, de faire 1000 demain, avec finalement assez peu pas tellement plus de ressources. Alors, il y a 4 usages clés. Maintenant, si on va aller sur un autre aspect de votre vente, il y a 4 usages assez classiques de l'IA aujourd'hui dans le commerce et le marketing. Le premier, c'est prédire. Vous pouvez prédire des ventes, vous pouvez prédire vos acquisitions, vous pouvez prédire des achats, vous pouvez prédire votre gestion de déchets. Je pense par exemple à des restaurants qui aujourd'hui ont des solutions d'achat avec gestion des déchets qui leur permettent de consommer beaucoup moins et d'acheter beaucoup plus intelligemment. Mais aussi, je faisais une conférence la semaine dernière pour un gros industriel dans le cartonnage, bah forcément la prévision des déchets c'est hyper important pour eux. Donc la prédiction est un domaine qu'on n'estime pas bien aujourd'hui, parce que c'est plus la deuxième partie, vous allez voir, qui est mise en évidence, mais la prédiction demande de la data, forcément, donc on est en train d'acquérir la data. Si vous arrivez à créer des modèles qui sont assez automatisés, avec assez de data comportementale pour avoir de la récurrence, au bout d'1 an ou 2 ans, vous pourrez avoir des modèles qui sont des prédictifs assez intelligents et assez fiables en termes d'acquisition ou d'achat, de vente, etc. Le deuxième usage de l'IA, c'est prendre de la hauteur. C'est le concept du GPS. Vous prenez 3 personnes, on est à Rennes, vous voulez aller je sais pas, à Périgueux. C'est pas hyper intuitif de faire Rennes-Périgueux quand on n'a jamais fait le trajet. Il y a celui qui n'a rien, pas de GPS, pas de carte, qui se débrouille. Il y a celui qui a la carte et il y a celui qui a le GPS. Il y a de fortes chances que celui qui a le GPS arrive avant l'autre et voyage beaucoup plus zen, beaucoup plus serein. Il peut voir les bouchons, il peut les anticiper, etc. Il peut prendre une décision. Il a une prise de hauteur bien supérieure. D'ailleurs, c'est une carte, hein, donc on voit bien au-dessus la prise de hauteur. C'est un pouvoir surhumain, le GPS. Personne n'est capable de prédire un trafic et l'heure précise à laquelle on va arriver, ou à 5 minutes près, sur un trajet aussi long. Donc ça, on peut l'avoir aujourd'hui dans nos entreprises et dans le commerce. Et c'est ce qu'il faut, c'est probablement la partie la plus simple à acquérir avec la troisième que je vais vous présenter. C'est plus de chiffres, mais surtout les bons chiffres. Par exemple, sur mes comportements de consommateurs, mes comportements clients, quelle est la donnée dont j'ai besoin? Encore une fois, ceux qui faisaient la conférence sur le carré 1 tout à l'heure, où il y a la notion de comportement, parce que c'était sur le comportement avant tout. Si vous arrivez à avoir les bonnes datas sur les bons comportements, alors un comportement, ce n'est pas juste il a cliqué sur le CTA dans mon mailing, c'est comment agissent mes clients, de quoi ils ont besoin comme produit, comme service, comme conseil, quel est leur process d'achat, un peu comme un persona, mais avec de la data. Mieux comprendre donc ces personas, mieux planifier, mieux choisir et aussi résumer pour mieux comprendre. C'est ça aussi, prendre de la hauteur, c'est qu'on a tellement d'informations qu'aujourd'hui, cette information, on peut plus, on n'a plus assez de cerveau, d'une certaine manière, pour l'appréhender. Donc l'IA va nous aider à ça. Alors vous allez me dire, je fais une petite parenthèse éthique, la problématique, c'est comme on a de plus en plus de contenu tout le temps, bah, est-ce que notre cerveau il va être capable de traiter tout ce contenu? Bah, déjà, il n'est pas capable de le faire. L'IA peut nous aider à le faire, sauf que l'IA crée du contenu qui va être interprété par l'IA. À la fin, c'est une IA qui parle à une autre IA et qui synthétise assez pour que nous, on puisse prendre une décision. Donc à la fin, c'est toujours nous qui prenons la décision, mais avec plein de biais, en plus qu'on ne maîtrise pas. C'est un risque, mais en même temps, comme on est dans de l'augmentation de business, bah, le cerveau et un dirigeant réfléchit comme ça, c'est le rapport entre le risque et l'opportunité. Si j'ai plus d'opportunités que de risques, je choisis. Et aujourd'hui, je fais une petite parenthèse, mais l'humain est beaucoup plus risqué que beaucoup d'IA. Parce que l'humain, il peut faire plein d'erreurs. Vous avez tous loupé une vente, 2 ventes, 3 ventes.
Un client qui vous dit ah bah c'est dommage, tu n'étais pas là, j'aurais bien acheté ton produit. Bah, vous n'étiez pas là, vous avez loupé un truc. Normalement, avec de la technologie, globalement, et de l'IA, on améliore son process commercial de mois en mois, d'année en année. Et donc, on arrive sur des outils qui sont finalement moins risqués et qui ont plus de valeur pour une entreprise qu'un être humain qui peut partir. Malheureusement, ça ne veut pas dire que l'humain n'a pas de valeur, mais dans le bilan, à la fin, vous avez plus de valeur avec une IA que parfois des commerciaux. Le troisième, c'est créer. Alors, vous savez, vous avez tous utilisé, j'imagine, ChatGPT, Midjourney, etc. Mais on peut aller plus loin. Est-ce que vous avez déjà utilisé ChatGPT ou un équivalent pour faire vos propositions commerciales? Eh ben, ça marche super bien. Alors, il faut un peu travailler le prompt pour faire bien le truc avec les bonnes parties, etc. Souvent, il le fait en plusieurs prompts, avec une suite de prompts. Mais ChatGPT, c'est super bien faire des propositions commerciales. Vous pouvez les adapter après, bien sûr, pour avoir les bons mots, mais ça marche super bien. Ou pour faire des synthèses de documents, bien sûr. Rédiger des contrats aussi. Alors, on n'est pas juriste, c'est un premier niveau de contrat, bien sûr. Ça ne va pas dans le détail de tout, mais ça marche très bien. Faire des FAQ, des fiches techniques, des fiches pratiques. Vous lui donnez des copies de tout ce que vous avez 1000 contenus dans votre boîte. Même si vous êtes indépendant, rien que votre site web, vous avez des formations, des contenus de formation. Moi, je fais des conférences. Enfin, bref, on a plein de choses. Vous mettez tout ça, et il vous fait très facilement des fiches techniques qui vont expliquer vos formations, les atouts, les avantages, la durée, etc. Ça marche très bien. Générer des images, évidemment. Les schémas, j'ai mis entre parenthèses parce que ce n'est pas très bon pour les schémas aujourd'hui. L'IA a une difficulté à analyser, à mettre en relation des choses qui sont trop de l'ordre du concept que vous avez dans votre tête. Elle va avoir du mal à le retrouver. J'ai mis les vidéos avec un point d'interrogation parce que générer des vidéos, c'est compliqué. Enfin, c'est simple parce qu'il y a des outils, mais avoir un vrai beau truc utile comme c'est très compliqué. Par contre, les traductions, ça marche super bien. 3 minutes, je vous montrerai ça à la fin. J'ai un petit test assez rigolo. Tout ce qui est nurturing ou réécrire du contenu, ça marche très bien. Et enfin, optimiser, améliorer, optimiser ses processus métiers, réduire des temps passés, optimiser le nombre de mailings. Par exemple, l'IA peut nous aider aujourd'hui à avoir, vous avez plein d'outils, enfin plein d'outils, vous avez des outils dans lesquels aujourd'hui on optimise l'heure d'envoi par personne d'un mailing, en fonction de ses comportements d'ouverture sur les mailings précédents, par exemple. Donc voilà, vous avez plein de cas d'usage ici. Est-ce que j'en ai encore un autre? Voilà, alors il y a un petit dernier là que j'ai mis en bas à droite, qui est gérer l'inconnu. Et ça, l'IA, elle ne sait pas bien faire. Elle sait gérer l'inconnu quand il est prévisible. Donc ce n'est pas vraiment l'inconnu. C'est-à-dire vous avez 10 cas pratiques, vous lui demandez un 11e qu'elle ne connaît pas, elle sait à peu près s'adapter. Mais vous définissez un process commercial, et puis d'un coup, il y a une pénurie, il y a une guerre, il y a une pandémie, il y a un machin, elle est paumée. Mais un jour, elle arrivera à s'adapter à ça. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Dans tous ces usages ici, vous avez finalement une possibilité quasi infinie d'augmenter votre business. Je vais vous montrer après une liste d'outils. Après, finalement, le nombre d'outils d'IA que vous allez acheter est relativement limité. Vous allez pouvoir prendre un abonnement à ChatGPT ou un équivalent avec 2-3 outils d'IA. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que ce sont les éditeurs aujourd'hui qui intègrent l'IA. Donc en fait, on ne va pas acheter une IA, on va souvent utiliser des outils qui intègrent de l'IA. Mais la plus grande difficulté, et c'est là que je parlais de mindset, et je viens reboucler sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que le commerce, aujourd'hui, ça devient un travail d'architecte. C'est-à-dire, je vous invite aujourd'hui à ne plus réfléchir à votre business en vous disant tiens, bah, voilà, je vais aller faire un mailing, j'aurai des réponses, et puis je vais prendre un rendez-vous, puis je vais faire mon cycle de vente, et puis le client il sera content à la fin. Mais de vous poser la question à dire comment je peux devenir un architecte commercial avec de la data à un endroit, avec de l'automatisation, et comment je peux augmenter mon business comme ça. Prenons un exemple. Vous êtes, je ne sais pas combien, on est 80, 60, je sais pas, peu importe. En tout cas, la salle est pleine. C'est très gentil d'être venu me voir, m'écouter pendant une demi-heure. Mais vous êtes peut-être en train de perdre des clients. Parce que vous n'êtes pas avec eux, vous n'êtes pas sur le terrain, vous n'êtes pas en train de faire une action commerciale. À l'inverse, peut-être que certains sont en train de gagner des clients pendant que vous êtes en train de m'écouter. Ben moi, c'est comme ça que je vois le business.
j'adore l'humain, j'adore les relations humaines, je ne lâcherai pas mon métier pour plein de choses, dont les relations humaines. J'adore comprendre les gens et puis savoir de quoi tu as besoin. Je vais essayer de te trouver une solution. C'est comme ça que moi, je vis mon métier. Mais je trouve encore plus passionnant de me dire que pendant que je suis là, j'ai peut-être des clients qui sont en train de prendre un rendez-vous sur mon agenda. C'est peut-être très basique, mais s'ils prennent un rendez-vous sur mon agenda, c'est parce que j'ai mis une automatisation et que cette automatisation, elle est alimentée d'une certaine manière par d'autres choses. Et là, je me dis, c'est quand même hyper puissant de me faire plaisir et d'essayer de vous faire plaisir aussi, de vous apprendre des choses. Et que pendant ce temps-là, je suis en train de générer du lead, qui n'est pas des gens d'ici. Et bien là, c'est peut-être une vision, quand je parlais de mindset. Dites-vous, si vous êtes en train de perdre des clients pendant que vous êtes là, ben, c'est que vous n'avez pas encore passé le cap. Si vous êtes en train d'en gagner, c'est que déjà, vous n'avez plus besoin de moi. Deux petites dernières choses. Alors là, c'est un petit peu technique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous pouvez le prendre en photo si vous voulez. Mais vous voyez qu'en haut, dans la ligne, c'est les fameux cycles que j'ai mis. Et là, vous pouvez vous dire, sur mes différents canaux, où est-ce que je peux avoir une optimisation par une... Alors, encore une fois, je dis IA, mais c'est souvent l'arbre qui cache la forêt. Hein. Est-ce que j'ai la data? Est-ce que j'ai l'automatisation? Est-ce que j'ai l'outil qui va bien? Que ce soit de l'IA ou pas d'ailleurs. Et je peux m'amuser à dire, tiens, quelle est la répartition homme digital? Et là, je vais voir. Donc moi, par exemple, sur mon business actuel, bah, je mets beaucoup de digital sur l'acquisition. Et vous pouvez le faire de cette manière-là aussi. Alors ça, c'est un autre outil. Donc très concrètement, alors là, il est hyper simple. Hein. J'ai mis 28 étapes, mais vous pouvez le faire avec 5 étapes ou 300 si vous voulez. Et c'est la même chose, mais plus décliné, humain ou digital. Et je prends mes étapes, par exemple, rédiger des publications. Bon, ben, je suis un média, comment je le fais? Aujourd'hui, alors ça c'est mon point de départ, aujourd'hui c'est de l'humain. Enfin aujourd'hui, hier c'était de l'humain. Aujourd'hui, avec les outils qu'on a, on peut faire 4 humains et 1 digital. Mon objectif c'est de passer à 3 digital, 2 humains. Ça ne veut pas dire que les articles sont moins bien, au contraire ça veut dire qu'ils sont vachement mieux. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui on peut prendre une vidéo d'une conférence, par exemple cette conférence, vous la prenez, vous la visionnez, vous la rentrez dans l'outil qui va bien, vous en ressortez un texte, vous demandez à votre intelligence artificielle préférée d'en faire 4 articles différents, ils vous feront une suite, partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, avec l'introduction, etc. Et de cette conférence, vous sortez 4 articles de blog ou de journal ou de magazine ou ce que vous voulez. Vous pouvez même en faire plein d'autres choses si ça vous intéresse. Donc ça, c'est voilà, le passage de l'un à l'autre avec la répartition de ce que je veux y mettre entre humain et digital. Et puis là, c'est un début de travail que je vous propose. J'ai fait un travail avec des étudiants de l'INSEC à Bordeaux. Et on a pris pareil la même ligne en haut. Et puis on s'est dit, on va aller chercher toutes les IA, enfin toutes les IA, beaucoup d'IA, et on va voir à quel endroit elles peuvent nous servir très concrètement dans la vente. Donc je vais avoir, alors ce n'est pas encore finalisé, ne le prenez pas comme une science. Et en plus, il y a des outils qui bougent. Et en plus, c'est des cas d'usage que l'on a identifiés. Une IA va rarement dire, ah bah tiens, mon IA, elle est hyper bien faite pour identifier le besoin d'un client. Non, c'est parce que j'estime que cette IA peut m'aider à mieux identifier des besoins clients que je mets la croix. Donc on prend les IA, on regarde ce qu'elles font et on les croise avec le cycle de vente. On se dit voilà ce que l'on peut faire aujourd'hui. Donc là, vous avez plein d'outils. Et il y a une deuxième page que je vous propose derrière, voilà, avec d'autres outils. Il y en a encore. C'est pas fini. C'est un début de travail. Hein. Il y a encore des heures et des heures à passer dessus. Mais c'est plein d'outils. Alors, il y en a qui sont importantes, hein, des Salesforce, forcément, qui intègrent l'IA aujourd'hui. Et puis des outils beaucoup moins connus, viralkit.io, par exemple, qui est moins connu. Voilà tout ce qu'on peut faire avec l'IA. Ce qu'il faut retenir de tout ça, vous avez des outils, là, c'est vraiment le basique, vous avez quelques cas d'usage, vous savez maintenant comment identifier votre cycle de vente ou votre manière de faire du business et où est-ce que vous pouvez mettre de la technologie. Vous avez aussi les 4 usages. Vous avez tout ce cycle de vente, pas ventreux, c'est pas du tout la même chose, même s'il y a parfois des similitudes, mais bon. Et comme je vous disais, c'est une question de mindset, d'architecture. Il faut devenir architecte commercial, plus que se dire, même si c'est utile de se dire, tiens, je vais prendre une petite IA là pour m'aider à ce moment-là, c'est déjà un bon point. Mais réfléchissez à devenir des architectes. Si vous faites 5 000 parce que vous êtes indépendant par mois aujourd'hui, vous pouvez sûrement faire 10 000 en étant toujours tout seul. Mais il faut passer de je vends mon produit à je deviens architecte de la vente de mon produit.
Et là, vous aurez passé un cap. Voilà, je vous remercie. Et pour ceux qui veulent avoir 3 mois gratuits au magazine BioBoss qui sponsorise cette masterclass, vous pouvez scanner le code et puis vous faire plaisir. Voilà, je vous remercie. Minute près. Alors, il nous reste 4 minutes. Il y a soit je peux répondre à des questions, soit je vous montre. Vous connaissez Agen? Ok, en fait, je fais la question, la réponse, donc c'est bien. J'ai eu la chance d'être interviewé sur un sujet de l'IA dernièrement, et je me suis amusé à la faire traduire en différentes langues. Vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est que sur cette interview, il y a de la musique en plus derrière. Et on est 2 à parler, parce que c'est une interview. J'ai fait une erreur. Alors, je vous montre déjà la première vidéo, mais j'ai fait une erreur. J'ai oublié de dire qu'on était 2. Donc, vous allez voir, et je l'ai laissé quand même parce que je trouve ça intéressant. Donc ça, c'est la vidéo d'origine, l'interview d'origine. A un pouvoir particulier. Pour le moins important. Exactement. C'est lui qui décide, de manière en général pas du tout rationnelle d'ailleurs, d'acheter d'une manière très émotionnelle. On pourra peut-être en parler de l'émotion. Oui, on va en parler bien sûr. Mais ça, c'est beaucoup plus difficile. Et pour pouvoir prédire l'humain, il faut beaucoup de data. Et de la data particulièrement comportementale. Par exemple savoir aujourd'hui, ce qui est intéressant, ce n'est plus de savoir que vous êtes Jérôme, tel âge, habitant dans telle ville et avec tel pouvoir d'achat, mais que vous allez dans telle rue, que vous consommez tel type de produit au quotidien, que vous faites des recherches sur Internet sur tel et tel sujet. C'est plus comportemental. Exactement. On est passé de la data structurelle à la data comportementale. Et on passe en plus... Alors, je ne vous fais pas tout le truc. Je parle correctement anglais, mais de là à faire une vidéo en anglais comme ça avec un super accent, j'ai déjà... intéressant, c'est que donc j'ai demandé à traduire en anglais. Il a gardé la musique derrière. Il a adapté tous les lèvres, etc. What is more difficult is predicting human behavior. And in sales, we know that humans have a special power. It is important. Alors, j'ai oublié de dire exactly. He is the one who decides, usually in a very irrational way, to buy in a very emotional manner. Maybe we can talk about the emotion. Yes, we will talk about it, of course, but that's much more difficult. And to be able to predict human behavior, you need a lot of data, and particularly behavioral data. For example, today it's no longer interesting to know that you are Jerome of a certain age, living in a certain city with a certain purchasing power, but that you go to a certain street, consume certain types of products daily, and search the internet on certain topics. It's more behavioral. Exactly, we have moved from structural data to behavioral data. And now we are also moving from behavioral data to real-time behavioral data. So AI needs to be more and more real-time as well. Not fully yet, but it's getting there. Quelques origini mediterraneane. Ciò che è più difficile è prevedere l'essere umano. Nelle vendite l'essere umano ha un potere particolare, è quantomeno importante. Esattamente. È lui che decide in modo generalmente per niente razionale di acquistare in maniera molto emotiva. Forse potremmo parlare dell'emozione. Sì, ne parleremo, certo. Ma questo è molto più difficile. E per poter predire l'umano ci vogliono molti dati. E dati particolarmente comportamentali. Per esempio, sapere oggi cosa è interessante non è più sapere che sei Geronimo, di tale età, che vivi in tale città e con tale potere d'acquisto, ma che vai in tale strada, che consumi tale tipo di prodotti quotidianamente, che fai ricerche su internet su tale e tale argomento. È più comportamentale. Esattamente, siamo passati dai dati strutturali ai dati comportamentali. E ora stiamo passando dai dati comportamentali ai comportamenti in tempo reale. Necessario che l'IA sia sempre più in tempo reale, non ancora completamente, ma sta arrivando.